Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce mardi 7 juin 2022. On a un Bitcoin à 29 500. Alors c'est vrai, hier on est venu chercher des niveaux supérieurs, notamment autour des 31 700 $. Et là on réimprime une bougie rouge qui semble amorcer une continuation baissière, en tout cas court terme, parce que sur le graphique, on a quand même quelque chose de relativement baissier, que ce soit au niveau de ces deux sommets, que ce soit au niveau de ces trois bottoms ici en bas, vous voyez qu'on est plutôt en tendance baissière et qu'effectivement l'objectif pour le Bitcoin semble se situer aux alentours des 27 800 $. Donc retourner sur cette zone des 28 000 $. C'est un scénario à ne pas exclure, parce que nous sommes dans un range qui peut durer une certaine période de temps. Ça fait, depuis que nous avons touché cet extrême bottom ici aux 25 000, ça fait simplement 26 jours que nous stagnons. Quand je dis simplement 26 jours, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça. Quand on regarde simplement cette latéralisation ici, entre le mois de mai et le mois de juillet 2021, effectivement, et nous avions eu 3 mois de stagnation avec une jolie tendance baissière qui s'était amorcée avant une reprise. Donc aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin, on va aller voir également l'Ether qui sont sur des niveaux décisifs. On ira voir ensuite 3 news assez intéressantes que j'ai sélectionnées pour vous. Et puis ensuite, on ira voir probablement quelques altcoins un peu moins capitalisés et regarder un petit peu ce qu'il se passe sur l'ensemble des cryptos. Et bien sûr, ça sera précédé par l'analyse de l'altcoin dominance. Ceci étant dit, je vous invite à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, on repart avec notre cher Bitcoin. Je disais que les niveaux actuels étaient des niveaux décisifs. Alors pourquoi? On va reprendre ce graphique weekly pour essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe. On a ici donc le niveau du Bitcoin actuel qui se situe sur ce trait pointillé rouge que vous avez à l'écran. Je vais mettre une ligne blanche à cet endroit-là. On voit que c'est un niveau sur lequel on a eu deux mèches. Tout d'abord ici au mois de janvier 2021, après cette première phase d'euphorie. Ensuite, on a eu cette mèche également ici en mai 2021, également en juin et également en juillet. Donc là, c'est un niveau sur lequel en fait le Bitcoin est venu s'appuyer à de nombreuses reprises avant de rebondir par le haut, c'est-à-dire clôturer au-dessus. Ici, nous sommes sur des bougies hebdomadaires, ça veut dire que pendant cette semaine-là, donc du 18 janvier 2021, pendant et courant cette semaine entre le lundi et le dimanche, nous sommes venus chercher ce niveau des 28 800 pour clôturer ensuite aux 32 000. Et on constate qu'à chaque fois qu'on est venu chercher ce niveau donc des 28 800, le Bitcoin a rebondi par le haut assez fortement. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons ce niveau. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est différent pourquoi? Parce que, et regardez, nous sommes quand même sur des clôtures bien plus basses que les précédentes. Et on peut voir directement que sur la mèche, ici, de la semaine du 9 mai, nous avons touché les 25 000 et que donc, nous avons établi un niveau plus bas que les précédents. Donc oui, nous sommes plutôt sur quelque chose qui semble amorcer une baisse plus long terme. Donc on le voit, sur une vision long terme du Bitcoin ici, on a plutôt quelque chose d'assez bearish, mais ce qui est embêtant, enfin en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici nous avons fait un nouveau sommet. C'est-à-dire que là, si le Bitcoin s'était arrêté par exemple à cet endroit-là, c'est-à-dire, admettons que tout ça n'ait pas existé, que le Bitcoin soit venu ici pour dessiner ce que l'on voit aujourd'hui à l'écran. Là, on aurait quelque chose d'assez logique avec une structure bien dessinée qui forme un M et qui indique un réel marché baissier qui s'enclenche. Là, ce que l'on voit de différent, c'est qu'on établit un nouveau sommet ici qui a eu lieu en novembre 2022 et que donc, par conséquent, on a un canal en expansion, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'on a un canal qui s'élargit dans le temps et qui ne se contracte pas. Effectivement, ça permet d'avoir des fluctuations de plus en plus importantes. Malgré tout, on arrive dans une période où on a l'impression, en tout cas, que l'intérêt pour les cryptos a fortement diminué. Et donc, pour pouvoir rejoindre à nouveau ce haut de canal, si ça devait être le cas, il faudrait effectivement que l'intérêt revienne dans les cryptos et la blockchain, ce qui ne semble pas forcément être le cas dans les futures semaines ou mois qui viennent. En tout cas, c'est la conclusion logique qu'on pourrait en tirer, le fait que l'intérêt ne revienne pas tout simplement en regardant les indicateurs long terme, puisque l'on sait qu'on est plutôt sur une période basse, on sait qu'on a des cycles de 4 ans qui se produisent sur le Bitcoin, qui sont assez reliés au halving du Bitcoin, et que là, regardez, à chaque fois que nous sommes donc sur une période située entre 800 et 1000 jours, pré-halving, enfin je veux dire avant le halving, nous touchons des sommets. Ça a été vérifié lors des bull runs précédents, mais on voit quand même que les cycles s'allongent de plus en plus, donc on pouvait s'attendre à toucher un sommet plutôt vers le mois de mai 2022. Ça n'a pas été le cas puisque nous sommes revenus sur des niveaux assez bas. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas eu de réelle euphorie, de réel engouement sur le Bitcoin par rapport finalement au cycle précédent. Je ne sais pas si on arrive clairement à le voir ici, mais il y avait vraiment des sommets avec des retracements sur tous les bull runs précédents. On venait chercher un point d'euphorie totale pour un
ensuite un très gros retracement qui s'opère. Là, ça n'est pas le cas. On vient se stabiliser entre les 60 et les 30 000 $ sur une période de 1 an, vous voyez, alors que lors des précédents bull runs, on venait chercher des ATH, des sommets, on y restait une semaine avant de retourner sur des niveaux 50% inférieurs la semaine d'après. Donc, c'est pas tout à fait le même scénario. Et ça peut s'expliquer facilement par le fait qu'il y a de plus en plus d'argent dans le Bitcoin et que forcément il devient de moins en moins volatile. Malgré tout, on a cette ligne qui représente donc le prix moyen du Bitcoin calculé par le stock to flow model, qui prend en compte tout simplement la rareté, la rarification dans le temps du Bitcoin et qui vous donne un prix moyen. Il y a le calcul qui est décrit ici, que j'avais déjà expliqué sur la chaîne. Je ne vais pas le refaire, mais on observe simplement que là, on ne l'a pas atteint ce prix-là, puisqu'il se situe aux alentours des 70 000 et que nous nous sommes arrêtés aux 67 000 $. Alors que les fois d'avant, vous voyez, eh ben, nous étions sur un prix du Bitcoin calculé ici par le stock to flow model des 5 000 $ et nous l'avions cassé par 4. Nous sommes allés 4 fois plus haut. Donc on le constate sur le stock to flow, mais on le constate sur tous les autres indicateurs. On voit que l'euphorie n'a pas été si importante. Donc est-ce qu'on pourrait avoir effectivement un crash qui lui également serait moins important que les précédents? C'est la question qu'on peut se poser, parce que plus on est euphorique sur un marché, et plus finalement la chute est violente par la suite. Moins on est euphorique, ce qui est le cas en ce moment, hein, ça s'est plutôt passé comme ça, vous voyez, et ça a pris du temps à se faire, cette partie-là du graphique. Mais on pourrait imaginer effectivement que la chute soit moins violente. Donc est-ce qu'on pourrait avoir effectivement un crash qui lui également serait moins important que les précédents? C'est la question qu'on peut se poser, parce que plus on est euphorique sur un marché, et plus finalement la chute est violente par la suite. Moins on est euphorique, ce qui est le cas en ce moment, hein, ça s'est plutôt passé comme ça, vous voyez, et ça a pris du temps à se faire, cette partie-là du graphique. Mais on pourrait imaginer effectivement que la chute soit moins violente. Donc on verra bien ce qu'il se passe. On est déjà revenu sur les 29 000, 30 000 $, ce qui est un niveau assez bas. Au niveau du RSI, on voit qu'on a quand même énormément retracé, que le Fear and Greed est quand même très très faible aujourd'hui. Donc on verra bien ce qu'il se passe. Si je retourne ici sur l'indice du Bitcoin, alors je suis en weekly, on va se mettre en mensuel. Comme je le disais, on a vraiment constaté ces fois précédentes ici en 2013 cette euphorie sur le Bitcoin, puisqu'on avait touché les 1200 $ pour revenir ensuite aux 175, et c'était assez rapide, vous voyez la chute. Là pareil en 2018, c'était assez rapide. Et là on est en train de ranger entre deux bornes, donc c'est vraiment un scénario différent. Mais ce que l'on a constaté quand même lors de ces deux précédents bull runs, et c'est à noter, c'est que lorsqu'on prend un Fibo qui récupère à chaque fois le bottom et le top, nous sommes revenus donc ici sur les 85,4 au niveau de cette mèche, au niveau des 173 $. Et si je refais le même boulot pour le bull run suivant, donc tout simplement le bull run de 2017, nous sommes revenus, regardez, sur la mèche également, quasiment aux 85,4, donc qui représentait les 3000 $. Et si ici je refais le même travail, vous voyez que là, malheureusement d'ailleurs, nous ne sommes pas revenus très très bas, nous ne sommes même pas revenus encore dans la zone de rechargement. Donc réintégrer cette zone de rechargement, je pense que c'est quelque chose de tout à fait envisageable, donc situé entre les 28 et les 17 000 $, de façon durable pendant ce bear market. Et qui sait, sur peut-être un coup de chance, admettons, vous mettez un ordre sur les 13 500 $, un peu au-dessus des 85,4, effectivement ça serait probablement le prix parfait pour entrer sur le Bitcoin si jamais on devait venir le toucher. Mais c'est pas quelque chose forcément que je privilégie au niveau du scénario actuellement, puisque comme je vous le dis, cette euphorie que l'on a constatée en 2018, en 2013, j'ai pas l'impression qu'on l'ait eu cette fois-ci. Et donc j'imagine également que le crash ne soit pas aussi violent. Donc aparté terminé sur le graphique du Bitcoin très long terme, ici on l'a vu, c'était quand même du très long terme. On va aller zoomer un petit peu sur ce qu'il se passe aujourd'hui en 4 heures. Et on voit que là, on a une latéralisation qui dure un mois et il y a une volatilité qui est extrêmement faible, notamment pendant cette période, effectivement, où nous étions sur quelque chose qui se contractait sur la durée. On s'attendait à une cassure de ce triangle de compression. Finalement, on l'a cassé par le haut. On a vu que d'ailleurs les bougies qui ont suivi étaient assez puissantes. C'est souvent comme ça que ça se produit. On vient chercher les 32 300 $. On revient toucher finalement cette trendline que l'on peut dessiner comme ceci désormais pour venir sur une mèche, deux mèches, la chercher de nouveau. Derrière, on rebondit, encore un fake pump et derrière, on vient à nouveau chercher cette ligne de tendance. Donc clairement, on est clairement situé entre deux bornes. On est en train de ranger entre les 32 000 grosso modo et là, on a cette grosse mèche d'excès sur qui redescend sur les 25 000, mais grosso modo, on a cette zone de prix au niveau des 27 600. Donc tant qu'on reste entre ces deux bornes, pas grand chose à dire sur le Bitcoin en attendant qu'une décision soit prise, même si après une baisse telle que nous l'avons connue ces 4 derniers mois, on pourrait s'attendre, pourquoi pas tout de même, en tout cas on pourrait espérer sur un graphique moyen terme, un léger rebond qui pourrait nous ramener, on le sait, aux alentours des 37, 40, voire 42 000 $. On suivra ça avec attention sur la chaîne.
J'enchaîne avec les nouvelles qui sont focalisées, on va dire, sur la blockchain. Et là, je vais vous parler de la blockchain de Solana qui a subi un bug, c'est-à-dire un problème, puisque plus aucune transaction ne sont passées pendant une période de 4h30. Ça s'est passé le 1er juin, donc il y a 5 jours. Et effectivement, ça a fait forcément chuter son prix, puisque la blockchain était complètement out pendant 4h30. D'ailleurs, le cours de Solana a du mal à s'en remettre, puisqu'il se situe toujours aux alentours des 40$, 39$ pour être exact. Et ce qui s'est passé en fait, c'est pas quelque chose de très grave, puisque sans rentrer dans les détails, c'est une fonctionnalité du protocole qui permet de valider des transactions qui sont hors ligne pour les utilisateurs. Et c'est une fonctionnalité qui n'est pas beaucoup utilisée, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais vu ce genre de problème depuis finalement le lancement de la blockchain de Solana, alors que c'est un problème qui existe depuis le début. Ils ont résolu ce problème tout simplement en supprimant cette fonctionnalité dans le protocole de Solana. Et bien sûr, ils travaillent sur l'amélioration du protocole pour pouvoir résoudre ce bug sur une prochaine mise à jour. Bien entendu, c'est pas quelque chose de grave, ça n'induit aucun problème de sécurité, mais pour les personnes qui utilisent quotidiennement la blockchain de Solana et qui ont vu forcément leurs transactions ne pas passer pendant une période de 4 heures, et qui ont vu la blockchain complètement saturée et qui ne fonctionnait plus du tout, ont forcément peut-être paniqué et raison probablement de son dump. Puisque si on regarde le top 20 des cryptos, Solana est celle qui a enregistré la performance la plus négative sur ces 7 derniers jours. Deuxième news, il y a Binance qui va rejoindre finalement une association vietnamienne pour booster le développement de la blockchain et des cryptos sur le sol vietnamien. Le but, en fait, est d'améliorer en Asie du Sud-Est la connaissance que la population peut avoir au niveau de la blockchain et des cryptos, dans le but, dans le futur, de développer l'activité liée à la blockchain de façon, pourquoi pas, à être, on va dire, précurseur dans ce domaine. Et Monsieur Tang, qui est le directeur de la partie cryptographique, du comité cryptographique du gouvernement, estime que d'ici à 2030, la blockchain pourrait représenter 40 millions de postes et que ça pourrait représenter 10 à 20% de l'économie globale du pays. On observe donc que les pays émergents, de façon générale, s'intéressent beaucoup plus finalement à la blockchain et aux crypto-monnaies, probablement parce qu'ils ressentent ce besoin de tirer leur épingle du jeu au niveau international, et peut-être que justement développer son activité dans ce sens est un pari pour l'avenir, en tout cas pour devenir un acteur majeur, qui sait, dans ce domaine. On va continuer avec les altcoins. Et ici, on observe que nous sommes revenus sur des niveaux assez faibles et qu'en fait, chaque semaine, on a des altcoins qui continuent à perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Comme je l'avais fait remarquer dans une émission, après avoir observé et comparé le graphique du Bitcoin avec celui de l'altcoin dominance, on avait observé qu'il y avait un décalage d'environ 5 semaines entre les niveaux finalement, que ce soit des tops ou des bottoms. Mais par exemple ici, nous avions touché le 8 novembre 2021 le sommet sur le Bitcoin, alors que le sommet sur l'altcoin dominance se situait aux alentours du 10 janvier, donc 5 semaines de décalage. On va regarder ce petit bottom ici, donc le 28 février sur l'altcoin dominance. Et sur le Bitcoin, je reviens ici, c'était le 17 janvier. Donc vous voyez, encore 5 semaines de décalage. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à constater. Ça peut effectivement nous aider dans nos prises de décision, à savoir si on doit posséder plus de Bitcoin ou plus d'altcoin. En ce moment, on arrive, regardez, le Bitcoin a touché finalement le bottom ultime ici, il y a 1, 2, 3, 4 semaines. Tout simplement 4 semaines. Je retourne sur l'altcoin dominance et on voit qu'on fait que de chuter depuis ces 4 dernières semaines, puisque lorsque le Bitcoin avait touché les 25 000 $, on avait une altcoin dominance qui se situait ici. Et on voit que depuis, les altcoins ne font que de perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Notamment, depuis ce niveau-là, environ 10% supplémentaires. On revient dans cette zone rouge très intéressante qui peut sans problème supporter, en tout cas, finalement, les altcoins. Et donc, on verra ce qu'il va se passer. Mais vu que ça fait 4 semaines, on peut estimer que dans la semaine suivante ou les 2 ou 3 prochaines semaines, on vient de trouver un bottom au niveau de l'altcoin dominance et qu'enfin, on puisse envisager un rebond qui pourrait, si on regarde ce graphique, revenir pourquoi pas dans cette zone verte. Voilà, c'est ce qu'on avait imaginé ensemble sur la chaîne. Et si on reprend toute cette partie basse au niveau des altcoins, on observe que cette zone verte représente les 38,2 de Fibo, donc c'est un niveau pertinent. Et donc oui, aujourd'hui je pense que ça peut être intéressant quand même de conserver quelques altcoins, parce que on peut imaginer que cette reprise puisse s'opérer sur l'altcoin dominance. Il faudrait tout de même essayer de voir si le Bitcoin ne voudrait quand même pas se reprendre, parce que si à l'inverse on a un Bitcoin qui vient chercher des nouveaux points bas aux alentours des 20 000 $, ce scénario de reprise sur l'altcoin dominance n'aura aucun impact. En tout cas, même s'il a lieu, la valeur des altcoins par rapport au dollar continuera probablement, et continuerait, parce que je parle conditionnel ici, continuerait probablement de chuter.
Voilà, donc tout est à mitiger, mais malgré tout, c'est intéressant de constater ce phénomène de retard sur les altcoins par rapport au Bitcoin et de pouvoir en fait mettre un chiffre, et donc un délai sur ce retard. Je vais continuer du coup avec quelques altcoins. On avait dit qu'on parlerait de l'Ether, donc je vais tout d'abord aller dessus. Donc l'Ether, voilà. On a un scénario et on a un graphique à peu près similaire à celui du Bitcoin. Vous voyez, si on se met une ligne horizontale sur les niveaux actuels, on voit que de la même façon que sur le Bitcoin, il y a des mèches effectivement et que c'est un niveau assez décisif, sur lequel on pourrait imaginer sans problème un rebond, puisqu'on a un RSI qui chute énormément et un prix qui est quand même sur un niveau de support pertinent. Mais si jamais on devait avoir cette continuation baissière, on n'est plus très loin finalement de ce niveau des 1400$, qui représente l'ancien sommet de 2018, qui pourrait également faire office de support. Vous voyez que le cours avait également travaillé dans cette zone de prix ici, au mois de février-janvier 2021. Si jamais en revanche un rebond devait s'opérer aujourd'hui sur l'Ether, on peut s'attendre pourquoi pas à un retour, tout d'abord sur ce niveau des 23,6. C'est un niveau pertinent, ça représente les 2500$, c'est toutes ces mèches précédentes. C'est un niveau où le cours a quand même pas mal travaillé et je pense que effectivement si on a une petite poussée, ça va dépendre bien sûr du prix du Bitcoin, mais sur l'altcoin dominant, s'il y a cette petite poussée qui s'opère, celle qu'on est pourquoi pas en train d'imaginer ici, eh bien on pourrait sans problème voir l'Ether également revenir sur ce niveau des 2500$ et ça pourrait être un joli niveau de revente ou plutôt un joli niveau pour se sécuriser son portefeuille, notamment peut-être à l'approche d'une phase baissière un peu plus longue dans ce secteur des crypto-monnaies. Regardons un peu Atom Cosmos. Atom Cosmos est une crypto-monnaie en laquelle j'ai beaucoup confiance. On a quand même un prix qui est passé de 46 à 8$, donc c'est une chute extrêmement importante. Malgré tout, là, nous étions au mois de septembre 2021, donc c'est quand même assez récent. Et quand on regarde, simplement en septembre 2020, le prix de Atom Cosmos se situe aux alentours des 5$. Donc ça reste quand même une euphorie assez importante. C'est un token qui peut être sans problème lié au Web3 et notamment un token qui peut permettre l'interopérabilité entre les nombreuses blockchains que l'on connaît. Je pense que ça a un avenir radieux. Aujourd'hui, on revient sur un niveau extrêmement faible, notamment cet ancien sommet ici de l'alt season de 2020 que l'on avait connu. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est un niveau pour investir? J'en sais rien. Mais si on regarde les bougies hebdomadaires, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est carrément à 15 semaines consécutives dans le rouge. On a un récit qui est quand même très très faible sur un niveau historiquement jamais atteint au niveau du weekly. Si on reprend toute la hausse, on observe ici qu'on est revenu quasiment sur les 85,4, que les niveaux actuels représentent cet ancien sommet et cet ancien bottom, donc c'est un niveau de support pertinent. On peut se douter par expérience que Atom Cosmos ne va pas faire ceci, tout simplement parce que c'est le genre de scénario qui se produit jamais. Malgré tout, on peut estimer que les niveaux actuels sont probablement pas très loin du bottom, même si il vient chercher les 6, les 5 ou les 4$. On peut estimer que lisser son achat entre les prix actuels, donc les 8,79$ et pourquoi pas, ici regardez les 90 de Fibo, 90%, les 5,60$, reste finalement quelque chose d'assez intéressant à faire. On sait que ça peut mettre du temps à se construire, qu'on peut aller faire des nouveaux plus bas pendant une longue période de temps, finalement faire un fake pump comme ça, par exemple aux 13$, continuer à construire quelque chose et avoir cette confirmation W plus tard, peut-être en 2024. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on revient sur un prix intéressant au niveau de Atom Cosmos et que même si aucun signe de reprise n'est visible à l'écran, lisser des achats, investir là aujourd'hui au 8,80$ semble selon moi quelque chose de très pertinent, tout en sachant qu'on peut diviser bien sûr encore son investissement par deux. Voilà, donc ça c'était l'analyse de Atom Cosmos. On voit qu'on revient sur des niveaux intéressants. On a ici Nexo, le token Nexo. C'est un token que vous pouvez gagner ou que vous pouvez tout simplement obtenir sans en acheter. Comment? Tout simplement en déposant de l'argent sur la plateforme Nexo, vous allez gagner des intérêts sur votre argent, sur votre épargne crypto en fait. Donc c'est très intéressant. Moi j'irai pas mettre forcément toute mon épargne sur Nexo parce que j'aime bien diversifier les plateformes que j'ai au cas où si une plateforme a un problème. Bien sûr, c'est toujours bien de diversifier à la fois les crypto-monnaies que l'on a, les plateformes que l'on a et également de bien calculer le pourcentage de fiat, le pourcentage de crypto. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est une plateforme effectivement où vous allez gagner des intérêts de façon très simple et que c'est une plateforme qui est très très facile à utiliser. Moi je l'utilise depuis très longtemps. J'en parle assez rarement sur la chaîne. J'ai mon lien de parrainage dans la description depuis très longtemps pour cette plateforme. J'avais fait une vidéo consacrée à Nexo, mais je vous en reparle aujourd'hui simplement parce que j'analyse le token. Ici, il vaut 1,21$. Il a touché sur cette bougie les 4,06$. On est sur une crypto qui est quand même assez fortement capitalisée, qui est sur un joli canal que l'on observe à l'écran. On ne sait absolument pas ce qu'il va se passer. On observe ici un joli triangle rectangle avec 1, 2, 3
touchette. On peut imaginer la quatrième et ensuite la cassure par le bas, hein. C'est comme ça que se traduisent généralement les triangles rectangles, en tout cas dans la majorité des cas. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous décidez d'utiliser la plateforme pour gagner des intérêts sur votre argent en Nexo, en fait vous allez simplement lisser votre achat de Nexo. Parce que tous les jours vous allez gagner par exemple une récompense en Nexo, et donc en fonction de son prix vous en allez avoir plus ou moins, et ça va vous permettre de lisser votre quantité de Nexo sur une période de temps assez longue, pour derrière pourquoi pas spéculer sur une future hausse. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec ce genre de plateforme, et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser Nexo, notamment pour faire tout simplement travailler mon argent de façon passive. Vous pouvez avoir par exemple sur des euros ou des dollars jusqu'à 12% d'intérêt annuel. Pour ça, il faut quand même posséder une certaine quantité de Nexo. Mais de base, il me semble que vous avez 8%. Et 8%, c'est quand même intéressant. Si vous mettez 10 000 euros dessus, vous allez pouvoir toucher 800 euros à l'année. Si ces 800 euros à l'année, vous décidez de les toucher en Nexo et que par la suite, le token fait x4 ou x5 parce qu'on arrive dans le prochain cycle crypto avec un bull run qui s'opère, à ce moment-là, vos 8% touchés à l'année, vos 800 euros ne valent plus 800 mais valent 800 x5. Donc en fait, c'est plus 8% mais plutôt 40% en fait que vous auriez fait, que vous allez avoir et gagner pendant cette période de temps. Donc vous avez compris l'idée, vous pouvez vous poser la question, mais d'où vient cet argent et pourquoi est-ce qu'ils peuvent proposer des intérêts aussi importants ? La raison est assez simple à comprendre, c'est qu'ils peuvent utiliser à la fois les cryptos pour gagner des intérêts à travers du stacking ou d'autres choses de ce genre, mais surtout ils ont un système d'emprunt, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont emprunter de l'argent sur la plateforme Nexo et ils vont devoir rembourser des intérêts assez importants suite à ces emprunts, beaucoup plus importants que lorsque vous empruntez de l'argent à une banque, parce que là vous n'avez pas besoin, par exemple lorsque vous empruntez de l'argent, de prouver que vous avez un CDI ou autre. Vous allez simplement bloquer des cryptos en collatéral et eux ils vont vous prêter une somme d'argent en euros. Par exemple, vous bloquez 2 bitcoins, ça fait à peu près 60 000 $, et vous allez pouvoir emprunter avec ça 20 000 $. Et vos bitcoins vont rester bloqués tant que vous n'avez pas remboursé ce que vous avez emprunté. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent proposer des intérêts assez importants sur les actifs que vous déposez sur leur plateforme. Ils ont également une carte bancaire et énormément de services très intéressants. Je referai une émission sur Nexo puisque ça a beaucoup évolué depuis finalement la dernière fois où j'en avais parlé. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.